On va faire un récapitulatif en ce qui concerne la pression osmotique. Alors, pour la membrane semi-perméable, on avait dit que les particules qui ne diffusent pas entraînent un déplacement d'eau et provoquent ainsi une pression osmotique. Et on avait dit qu'elles sont dites osmotiquement actives. Rappelons que lorsqu'on a fait la membrane, donc deux solutions de part et d'autre d'une membrane semi-perméable, il n'y a que l'eau qui diffuse. Et donc on avait dit les particules prisonnières provoquent une pression d'eau. Elles attirent l'eau, donc les particules prisonnières dans le compartiment 1 attirent l'eau avec une pression P1. Les autres particules prisonnières dans le compartiment 2 attirent l'eau avec une pression osmotique P2. Et delta P, c'est la pression osmotique donc résultante. Elle sera donc égale à la différence de concentration osmolaire. Par exemple, si oméga 1 est supérieur à oméga 2, ce sera donc oméga 1 moins oméga 2 RT. Donc on aura bien sûr une pression osmotique à condition d'avoir une différence de concentration osmolaire entre les deux compartiments. Maintenant, pour la membrane dialysante dans l'équilibre de Donan. Alors initialement, les particules diffusibles, comme on voit sur le tableau, A-, B+, donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont diffuser de part et d'autre de la membrane jusqu'à l'équilibre. L'équilibre qui est particulier, c'est l'équilibre de Donan. La particule, la protéine chargée, elle ne diffuse pas. Alors, une fois atteint cet équilibre-là, est-ce qu'elles vont diffuser? Non, elles ne vont plus diffuser, donc à l'équilibre, elles ne diffusent plus. Et à ce moment-là, elles deviennent donc prisonnières, tout comme la protéine chargée. Donc, elles ne diffusent plus et provoquent ainsi, avec la protéine non diffusible, une pression osmotique. Donc, elles ont diffusé. Et l'équilibre, c'est un équilibre particulier, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Donan. C'est-à-dire, il n'y aura pas égalité des concentrations de part et d'autre, par exemple pour A- ou bien pour B+, c'est particulier, on l'a vu dans le cours. Alors, à l'équilibre, on remarque que la concentration osmolaire dans le compartiment 2, elle est plus grande que dans le compartiment 1, et donc il y aura une pression osmotique. Et cette pression osmotique, elle est provoquée par ces particules chargées, en plus de la protéine, qui sont devenues des prisonnières, et elles aspirent l'eau de part et d'autre. Même si ce n'est pas le cas de la particule chargée, si on n'a pas un équilibre, donc un phénomène de Donan. Par exemple, on a considéré ça dans l'exercice précédent, nous avons donc des ions dans le compartiment 1, des ions avec une protéine non chargée dans le compartiment 2. Alors d'abord, les particules diffuses. Les particules diffusibles, ce sont les ions. Par exemple, pour Na+, et pour Cl-. À l'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Na+, dans le compartiment 1 égale à Na+ dans le compartiment 2, Cl- dans le compartiment 1 égale à Cl- dans le compartiment 2, et après on a la protéine, elle n'a pas diffusé, elle est toujours dans le compartiment 2. Elle va provoquer une pression osmotique, elle est prisonnière, elle va donc provoquer un mouvement d'eau et donc créer ce qu'on appelle la pression osmotique. Donc la pression osmotique, c'est pas uniquement lié à la membrane semi-perméable. Elle est là pour n'importe quelle membrane à partir du moment où nous avons des particules prisonnières. On va donner quelques notions de biophysique des fluides, juste quelques notions pour pouvoir poursuivre le chapitre. On ne va pas entrer dans le vif du sujet des fluides. Alors, un fluide, c'est un liquide ou bien un gaz. Tous les liquides et les gaz sont considérés comme étant des fluides. Alors, l'écoulement d'un fluide, c'est le mouvement d'ensemble de ce fluide, c'est-à-dire nous avons l'eau qui coule. Donc c'est quoi cet écoulement? C'est le mouvement d'ensemble de toutes les particules d'eau qui sont donc dans ce fluide-là. Elles coulent ensemble. Donc ce mouvement d'ensemble, c'est un écoulement. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle une ligne de courant. Cette ligne de courant, elle est orientée suivant le signe, donc suivant le sens de la vitesse, et elle est donc tangente au vecteur vitesse en chaque point du déplacement. Donc si nous avons une particule de fluide qui bouge, qui coule, donc qui est en mouvement, on trace donc son mouvement, sa trajectoire avec une ligne de courant. La trajectoire, on l'oriente suivant l'orientation de la vitesse, et cette trajectoire, elle est tangente au vecteur vitesse en chaque point du déplacement. C'est comme la ligne de champ. Donc on a vu les lignes de champ dans l'électrostatique. Les lignes de champ dans l'électrostatique, elles sont tangentes au vecteur champ électrique. Pareil, les lignes de courant dans la biophysique des fluides, elles sont tangentes au vecteur vitesse. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le régime d'écoulement. Il y a deux types de régimes d'écoulement dans la biophysique des fluides. Le régime d'écoulement laminaire, lorsque les vitesses sont faibles. Voilà, donc les lignes de courant, on les voit dans ce régime d'écoulement, elles sont parallèles. C'est-à-dire les couches de fluide glissent les unes sur les autres sans se mélanger.
c'est un régime laminaire. Et c'est pour les petites vitesses. Si les vitesses augmentent, le régime devient turbulent. Si donc les grandes vitesses, on voit donc les lignes de courant qui sont désordonnées et on appelle ça, on dit que c'est un régime désordonné. Alors juste une petite parenthèse, juste pour savoir, donc il faut savoir que on décide que telle vitesse est faible ou bien telle vitesse est grande, c'est comparativement à ce qu'on appelle une vitesse critique. Et la vitesse critique, on l'obtient grâce à un nombre qui vaut 2400 et ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Donc on calcule la vitesse critique grâce au nombre de Reynolds par une relation bien particulière et on compare. Si c'est inférieur à la vitesse critique, c'est un régime laminaire. Si c'est supérieur à la vitesse critique, c'est un régime turbulent. Mais bien sûr, lorsque les vitesses sont très faibles ou bien très très faibles, donc le régime est obligatoirement laminaire. Si c'est une grande vitesse, donc le régime il devient turbulent. C'est juste pour avoir une idée. La viscosité, c'est la résistance à l'écoulement laminaire d'un fluide. Alors la viscosité, c'est quoi? C'est l'adhésivité, c'est la gluance. Donc quelque chose, un fluide qui est gluant, qui est adhésif, qui colle. Alors l'adhésivité, donc c'est lorsque ça résiste à l'écoulement laminaire d'un fluide. Par exemple, lorsqu'on veut faire vider une bouteille de miel, on remarque que sur les parois internes de la bouteille, le miel tarde à s'écouler. Pourquoi? Parce que c'est adhésif, ça colle aux parois. Donc on dit que le miel il est très visqueux. L'adhésivité, on la caractérise par un coefficient état qu'on appelle le coefficient de viscosité de ce fluide et on la mesure en poiseuil. Et le poiseuil, un poiseuil, c'est 1 pascal multiplié par 1 seconde. Un fluide, il est parfait lorsque sa viscosité est nulle. Autrement dit, lorsqu'il ne résiste pas à l'écoulement. Et le fluide réel, il possède une viscosité, c'est-à-dire état est différent de 0. Alors, il faut savoir que tous les fluides réels possèdent une viscosité. Il n'y a pas un fluide réel qui n'a pas de viscosité. Et la notion de viscosité, ou bien plutôt de fluide parfait, elle a été introduite pour formuler mathématiquement l'écoulement d'un fluide. Alors, le débit volumique d'un fluide, alors dans débit volumique, on entend volume sur temps. C'est-à-dire QV, c'est dV sur dt. Il s'exprime en mètres cubes par seconde. Et dV, c'est quoi? dV, c'est le volume de fluide ayant traversé une surface quelconque pendant le temps dt. Par exemple, 5 litres par seconde, 3 litres par minute. C'est ça le débit volumique. Alors, la formule de Poiseuil, c'est une formule très utile et très utilisée en biophysique des fluides. Il faut savoir qu'elle est valable uniquement pour l'écoulement laminaire et elle exprime le débit volumique d'un fluide qui traverse une conduite cylindrique horizontale de longueur L et de rayon R. Voilà, donc l'écoulement il va de 1 vers 2. La conduite, on voit sur la figure, elle a une longueur L et le rayon est R. Alors dans ce cas, l'écoulement bien sûr il est laminaire, le débit volumique il s'exprime par pi R à la puissance 4, le rayon R à la puissance 4 sur 8 état L par delta P. Alors delta P c'est quoi? Delta P c'est P1 moins P2 et c'est positif. Pourquoi? Parce que la pression diminue ou décroît avec la distance parcourue par le fluide. C'est donc on va dire donc que delta P c'est une surpression ou bien une perte de charge. Ceci ressemble à ce qu'on a vu en électrostatique. On a dit que le champ électrique il va de A vers B. Si E va de A vers B, alors VA est plus grande que VB. Pareil ici, on va dire que si le fluide va de 1 vers 2, ça veut dire que la pression du fluide en 1, elle est plus grande que sa pression en 2. On définit la résistance hydraulique à l'écoulement par R égale à delta P sur QV. Alors delta P, c'est la perte de charge et QV, c'est le débit volumique. Delta P, c'est en pascal, QV, c'est en mètre cube par seconde, donc R, elle s'exprimera en pascal seconde par mètre cube. On vient de définir QV par QV égale à pi R à la puissance 4 sur 8 état L delta P. Et donc delta P sur QV, ce sera 8 état L sur pi R à la puissance 4. On remarque que l'on a beaucoup d'analogies entre la biophysique des fluides et l'électricité. Alors on va mettre en relief donc cette analogie. En électricité, nous avons une portion de circuit est traversée par un courant électrique I de 1 vers 2, donc le courant c'est I. Alors en biophysique des fluides, ceci donc à cette portion de circuit, il correspond en biophysique des fluides, donc une conduite, et nous avons un écoulement de 1 vers 2, et nous avons QV, le débit volumique, il joue le rôle du courant électrique.
dans l'électricité. Donc I, c'est en électricité, et QV en biophysique des fluides. Alors en électricité, en C, nous avons, donc on connaît tous qu'il y a une résistance au courant électrique R. En biophysique des fluides, on vient de définir la résistance hydraulique à l'écoulement. En électricité, on sait que delta V, c'est V1 moins V2, c'est toujours positif. C'est-à-dire que le courant électrique I, il va dans le sens des potentiels décroissants. Il va, puisque c'est de 1 vers 2, donc ce sera V1 est plus grand que V2, donc V1 moins V2, c'est positif. En biophysique des fluides, l'écoulement, il est de 1 vers 2, donc on a P1 supérieur à P2, et delta P, ce sera P1 moins P2, c'est positif. Donc QV, donc le rôle de QV, c'est le rôle de I en électricité. Le rôle de delta P, c'est le rôle de delta V en électricité. Et en électricité, on sait que delta V c'est égal à R fois I. La différence de potentiel, c'est la résistance multipliée par le courant électrique. En biophysique des fluides, donc puisqu'on a dit delta P, c'est delta V, donc on remplace delta V par delta P, on remplace I par QV, on va dire delta P, c'est R fois QV. Alors, le flux convectif du solvant. Nous avons donc une cuve séparée en deux compartiments, 1 et 2. Dans le compartiment 1, nous avons une solution d'osmolarité oméga 1 et dans le compartiment 2, nous avons une solution d'osmolarité oméga 2. La membrane, c'est une membrane semi-perméable, c'est-à-dire elle ne laisse passer que l'eau. Alors si oméga 1 est différent de oméga 2, donc obligatoirement, on aura un flux diffusif JD du solvant qui ira du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré. Si aussi nous imposons une pression P1 sur le compartiment 1 et une pression P2 sur le compartiment 2 avec P1 différent de P2, c'est-à-dire on va imposer une différence de pression mécanique de part et d'autre de la membrane. Alors, si P1 est différent de P2, alors il y aura un flux convectif JC du solvant. Donc, s'il y a une différence de pression, ce sera un flux convectif du solvant et ce flux-là, il ira de la plus haute pression vers la plus basse pression. Comme l'air, il circule des endroits de plus haute pression vers les endroits de plus basse pression. La même chose, nous avons une pression P1 d'un côté, une autre pression P2 de l'autre côté. Donc la plus forte, elle va donc pousser l'eau dans son sens. Voilà. Maintenant, on revient donc à la membrane. La membrane, elle est d'épaisseur L et elle est donc constituée de pores. Le nombre de pores, c'est NP et chaque pore, c'est un cylindre de rayon A. Donc des cylindres de rayon A et de longueur petit l. On va désigner par petit p le nombre de pores par unité de surface de la membrane. C'est-à-dire, on va diviser le nombre de pores sur la surface. Petit p, c'est NP sur S, le nombre de pores divisé par la surface de la membrane, grand S. Donc ce sera le nombre de pores par unité de surface de la membrane. Revenons maintenant aux pores. Nous avons le débit volumique à travers un pore. Le pore, il a une longueur petit l et un rayon petit a. On va appliquer la loi de Poiseuille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit donc QV, ce sera pi fois A à la puissance 4 sur 8 état L par delta P. Voilà, A c'est le rayon. Dans la formule qu'on vient d'apprendre, de connaître et d'étudier pour la loi de Poiseuille, on avait dit QV c'est pi R à la puissance 4 sur 8 état L delta P. Là, R c'est petit a. Voilà. Donc, si on veut trouver le débit volumique total, puisqu'on fait des analogies avec l'électricité, nous avons les pores, ils sont en parallèle. Donc nous avons des résistances en parallèle. Et le courant, lorsqu'on revient à l'électricité, nous avons un courant qui traverse des résistances en parallèle. Ah, donc le courant, ce sera la somme de tous les courants. Si une première résistance elle est traversée par un courant I1, la deuxième par un courant I2, donc le courant I, ce sera la somme I1 plus I2 plus I3, etc. Là, c'est pareil. Le débit volumique total, ce sera donc la somme des débits volumiques qui traversent chaque pore, chaque cylindre. Donc puisque chaque cylindre c'est identique, dans chaque cylindre nous avons QV, donc ce sera le débit volumique total, ce sera QV multiplié par le nombre des pores, QV par NP. On remplace maintenant NP c'est P fois S et on remplace QV par 100. Donc d'abord ce sera P par S par QV, donc on a remplacé donc NP par P fois S. Ensuite on arrange l'écriture et on va remplacer QV par pi à la puissance 4 sur 8 état L delta P. Et voilà, on obtient QV, CS, entre parenthèses, donc on arrange l'écriture exprès, on met S, entre parenthèses P par pi à la puissance 4 sur 8 état L delta P, qu'on écrit sous forme S par L delta P. Alors L c'est quoi? L c'est P par pi à la puissance 4 sur 8 état L, et c'est par définition la perméabilité convective de la membrane. L s'exprime en mètres
par Pascal seconde. Alors, le flux convectif, JC, il s'écrit QV sur S. Le flux, c'est le débit divisé par la surface. QV, on vient de voir que c'est S par L par delta P. Donc JC, ce sera L par delta P. L'unité de JC, c'est mètres par seconde. QV divisé par S, donc c'est mètres par seconde. On va faire quelques remarques. 8 θ L sur pi A à la puissance 4, c'est par définition la résistance hydraulique d'un port. Son inverse, l'inverse de 8 θ L sur pi A à la puissance 4, c'est pi A à la puissance 4 sur 8 θ L. L'inverse d'une résistance, c'est une conductance. Donc, pi A à la puissance 4 sur 8 θ L, c'est la conductance hydraulique d'un port. On vient de voir que L s'écrit comme petit p par pi A à la puissance 4 sur 8 θ L. On vient de le voir. Donc, la définition de L, on peut la changer. Donc, puisqu'on multiplie la conductance hydraulique d'un port par le nombre de ports par unité de surface. Alors, L, ce sera la conductance hydraulique par unité de surface de la membrane. 8 pi A à la puissance 4 sur 8 θ L, c'est la conductance hydraulique d'un port. Quand on multiplie cette conductance par NP sur S, on multiplie d'abord par NP, ça donne la conductance hydraulique totale. Quand on divise par S, ça devient la conductance hydraulique par unité de surface de la membrane. Aussi, il faut savoir que filtrer une solution à travers une membrane poreuse, ça consiste à faire diffuser le solvant par un gradient de pression et à retenir les particules des solutés. C'est en fait le principe du tamisage. Par exemple, quand on fait donc tamiser une farine, la farine c'est quoi? On la met dans cet ustensile de cuisine qui sert à tamiser, on remue un petit peu et puis la farine elle descend en bas et on retient dans le tamis, on retient les déchets et tout ce qui n'est pas farine. Ce principe-là, on l'applique aussi pour les solutions. Quand on veut filtrer la solution, c'est-à-dire faire sortir le solvant et retenir les particules des solutés, on applique un gradient de pression. Ce gradient de pression, il entraînera avec lui le solvant. Donc, il fera sortir le solvant de la solution et on gardera donc les particules des solutés. Alors, le flux convectif du solvant à travers une membrane poreuse, qu'est-ce qu'il fait? On sait que le flux, quand on a une différence de pression, donc ceci entraîne un flux convectif et le flux convectif, il va dans le sens du gradient de pression. Donc, le flux convectif du solvant, il est donc en fait, c'est un flux de filtration. Parce qu'est-ce qu'il fait le flux convectif? Il fait sortir, donc il fait diffuser le solvant dans le sens du gradient de pression. Donc il fait sortir le solvant de la solution. C'est donc le principe aussi de la filtration. Voilà. La filtration, elle s'appelle ultrafiltration lorsque la membrane est semi-perméable. Donc on filtre à travers une membrane. Si la membrane est on filtre à travers une membrane par un gradient de pression, ça veut dire on fait sortir le solvant pour concentrer encore plus la solution. Pour faire sortir le solvant, c'est concentrer la solution. Donc, si maintenant la membrane est semi-perméable, on dit que la technique c'est une ultrafiltration, bien sûr à condition que le diamètre des pores de cette membrane soit compris entre 0,01 micron et 0,1 micromètre. Alors, on va appliquer ce qu'on vient de faire donc aux trois cas de membrane, la membrane semi-perméable d'abord, puis ce sera la membrane dialysante et on terminera par la membrane donc biologique. Alors pour le cas d'une membrane semi-perméable, nous avons donc une cuve séparée en deux compartiments, 1 et 2. Là, dans le compartiment 1, nous avons oméga 1, la solution oméga de concentration osmolaire oméga 1. Dans le compartiment 2, nous avons une solution donc, de concentration osmolaire oméga 2 avec oméga 1 est supérieur à oméga 2. Et nous avons donc une pression P1 et une pression P2 de part et d'autre de la membrane, donc avec P1 plus grande que P2. Alors, puisque P1 est plus grande que P2, alors l'eau, elle va diffuser de 1 vers 2, obligatoirement, puisque le gradient de pression, il sera dans le sens de P1, la plus grande pression. Et voilà, donc, le flux convectif, il s'écrira JCCL delta P. Delta P, c'est étant P1 moins P2, donc le flux convectif, il est dans le sens de delta P. Et voilà, donc delta P, elle est dans le sens de la plus grande pression P1. Et le flux convectif, il est dans le sens de delta P, c'est-à-dire il est dans le sens du gradient de pression. Maintenant,
nous avons oméga 1 est supérieur à oméga 2. Donc, il y aura un flux d'eau du 2 vers 1. Ce flux, donc ça veut dire du moins concentré vers le plus concentré. Et ce flux, ce sera un flux diffusif. Alors, comment qu'on va exprimer ce flux diffusif? Pour le flux convectif, nous avons JC, c'est L delta P. Nous avons donc une surpression mécanique delta P. On exprime le flux par JC égale à L delta P. Pour le flux diffusif, puisqu'on a une surpression osmotique delta P, et on va dire JD, c'est L delta P. Comme on a exprimé JC par L delta P, la surpression mécanique delta P, on exprimera JD par L delta P étant la surpression osmotique. Alors, delta P, c'est égal à oméga 1 moins oméga 2 RT, et on représente le flux diffusif sur la figure. On se rend compte que nous avons deux vecteurs, JC et JD, qui ne sont pas dans le même sens. Alors, on va avoir un vecteur, donc qui sera la somme de ces deux vecteurs. Le vecteur J, c'est la somme du vecteur JC plus vecteur JD. On appelle J le flux net du solvant. On a deux vecteurs, donc on doit faire la somme, et le vecteur somme, ce sera le flux net du solvant. Maintenant, ce flux net, il sera dans quel sens? Pour ce cas précis, nous avons delta P, elle est supérieure à delta Pi. Donc, puisque delta P est supérieur à delta Pi, ça veut dire que JC est supérieur à JD, puisque JC c'est L delta P et JD c'est L delta Pi. Puisque JC est supérieur à JD et que nous avons la somme de deux vecteurs qui sont parallèles, mais pas dans le même sens. Donc, ce sera le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire, et le vecteur somme, il sera dans le sens du plus grand, c'est-à-dire que J sera dans le sens de JC. Et on dira, puisque J sera dans le sens de JC, on va analyser ça. Donc, le flux diffusif, il est de 2 vers 1, c'est-à-dire qu'il est il tend à diluer la solution oméga 1. La solution 1 qui a une concentration osmolaire oméga 1. D'accord? Donc, c'est la solution la plus concentrée et le flux diffusif, il tend à la diluer. Le flux convectif, par contre, il va essayer de concentrer cette solution. Elle est déjà concentrée, il va essayer de la concentrer encore plus, puisqu'il fait sortir l'eau de 1 vers 2. Le bilan de ces deux vecteurs, l'un veut diluer, l'autre veut concentrer. Le bilan, il est dans le sens du flux convectif, c'est-à-dire que le bilan, c'est un bilan de filtration, c'est-à-dire que la solution 1, elle sera effectivement filtrée. Et comme on travaille par rapport à une membrane semi-perméable, on dira qu'il s'agit d'une ultrafiltration. Voilà. Alors, par définition, plutôt avant de faire la définition, on sait que J c'est JC moins JD, puisque la somme c'est le plus grand moins le plus petit. On remplace, JC c'est L delta P, JD c'est L delta Pi, donc ça devient L delta P moins delta Pi, qu'on écrit sous la forme L par PF, PEF. PEF c'est quoi? C'est delta P moins delta Pi, c'est la pression efficace de filtration. Donc le flux net, c'est L par la pression efficace de filtration. Qu'est-ce que la pression efficace de filtration? C'est delta P moins delta Pi. Maintenant, on sait que Q, c'est J fois S. Par définition, J, c'est Q sur S, donc Q est égal à J fois S. Et donc, il s'agit d'une ultrafiltration. On va dire Q de l'ultrafiltration, c'est J multiplié par S, et J, c'est L par P efficace, donc ce sera S par L par P efficace. C'est donc le débit d'ultrafiltration. UF, c'est le débit d'ultrafiltration. On va maintenant considérer le cas de la membrane dialysante. Alors, pour le solvant d'abord, nous avons un flux convectif et un flux diffusif. Alors, le flux diffusif, ce sera JD, c'est L delta Pi. Le flux convectif, c'est JC égale à L delta P. On est toujours dans le cadre d'une cuve séparée en deux compartiments. Dans le premier compartiment, c'est une solution 1 de concentration oméga 1 osmolaire, et dans le compartiment 2, c'est en concentration osmolaire oméga 2, et de part et d'autre de la membrane, nous avons P1 et nous avons P2, et un gradient de pression delta P. Alors, mais pas obligatoirement que delta P soit dans le sens de P1 ou bien de P2, c'est juste un gradient de pression, et c'est tout. Même pour oméga 1 et oméga 2, on ne sait pas si oméga 1 est plus grande qu'oméga 2 ou bien plus faible. Alors, nous avons deux vecteurs, un vecteur JD et un vecteur JC. Le flux net, ce sera la somme de ces deux vecteurs, JC plus JD. Maintenant, lorsque le solvant, donc ce flux net J du solvant, il entraîne avec lui un flux du soluté, c'est-à-dire
Nous avons le solvant, il est soumis à JC et à JD, donc il sera soumis au final à J. Alors le mouvement du solvant, lorsque le solvant diffuse d'un compartiment vers l'autre sous l'effet de J, il entraîne avec lui des particules du soluté. Le soluté, on sait qu'il a toujours un flux diffusif. Alors, mis à part ce flux diffusif, il sera aussi entraîné dans le mouvement du solvant. Voilà. Donc le flux net J du solvant, il entraîne avec lui un flux du soluté, et ce flux, on l'appellera un flux convectif du soluté. Il s'écrit d'abord JCS, c'est J par CS bar. CS bar, c'est quoi? C'est d'abord JCS, c'est le flux convectif du soluté. CS bar, c'est la somme, donc C1S plus C2S sur 2, c'est-à-dire la concentration du soluté dans le compartiment 1 plus la concentration du soluté dans le compartiment 2 divisé par 2. Et donc voilà, donc pour récapituler, nous avons pour le solvant un flux net. Ce flux net, il entraîne avec lui le soluté, indépendamment du flux diffusif de ce soluté. Alors, pour le soluté, donc on va écrire ce que l'on a. Nous avons un flux diffusif qui s'écrit P par delta CIS, comme on l'a vu déjà auparavant, et un flux convectif, comme on vient de voir, qui s'écrira J par CS bar. Donc on aura aussi deux vecteurs, JDS et JCS. Et le flux net du soluté, ce sera la somme de ces deux vecteurs. On va maintenant considérer le cas de la membrane biologique. Alors la membrane biologique, c'est une membrane sélective. On doit donc tenir compte de cette sélectivité, et tenir compte de la sélectivité de la membrane biologique revient à tenir compte du coefficient de réflexion sigma. Alors rappelons que sigma, c'est le nombre d'osmoles, c'est un coefficient, c'est le nombre d'osmoles qui ne diffusent pas sur le nombre initial d'osmoles. Donc il y a des osmoles qui sont autorisées à diffuser, il y a des osmoles qui ne sont pas autorisées, donc elles sont réfléchies. Donc voilà, et c'est une sélectivité. La sélectivité, c'est le caractère de la membrane biologique. Alors pour le solvant, nous allons avoir un flux convectif et un flux diffusif. Le flux diffusif, il s'écrit JD, c'est L sigma delta pi c'est delta oméga RT. Et le flux convectif, il s'écrit L delta P. Nous avons deux vecteurs, JD et JC. On aura donc un flux net qui s'écrit J, c'est égal à JC plus JD. La somme, le vecteur flux net, c'est la somme de ces deux vecteurs. Alors on démontre que pour la membrane biologique, JC s'écrit PF VME sur RT multiplié par delta P. Alors on va définir c'est quoi PF et c'est quoi VME. PF, d'abord cette loi, on l'appelle la loi de filtration de Darcy. Et PF, c'est le coefficient de filtration de la membrane. Il s'exprime en mètres par seconde. Et VME, c'est le volume molaire de l'eau. C'est quoi le volume molaire de l'eau? Nous savons qu'une mole d'eau, c'est 18 grammes. Et nous savons que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc le volume molaire de l'eau, c'est 18 centimètres cubes. Alors, puisque JC, ça s'écrit donc PF et ME sur RT delta P, et qu'on sait que JC, c'est L delta P, on peut déduire que L, c'est PF et ME sur RT. Et donc, l'écriture de JD, en remplaçant L par son nouvelle expression, devient JD, c'est PF VME sur RT par sigma delta pi. Le flux net J du solvant entraîne avec lui un flux convectif du soluté, comme on a vu pour la membrane dialysante. Le soluté, il a son flux diffusif. Mis à part ce flux diffusif, il aura aussi un flux qui est donc causé par le flux net du solvant. Lorsque le solvant se déplace, il entraîne avec lui des particules du soluté. Et ce flux, on l'appelle un flux convectif du soluté qui s'exprime par 1 moins sigma J par CS bar. CS bar étant C1S plus C2S sur 2, c'est-à-dire la concentration du soluté dans le compartiment 1 plus la concentration du soluté dans le compartiment 2 divisé par 2. Alors 1 moins sigma, pourquoi ce 1 moins sigma? D'abord 1 moins sigma, c'est le coefficient de transmission de la membrane.
Donc, pour calculer, donc nous avons les molécules du soluté vont diffuser, ça veut dire elles vont traverser la membrane, elles ne seront pas donc réfléchies, elles vont traverser. Donc, on ne va pas utiliser le coefficient de la réflexion sigma, on va utiliser le coefficient de la transmission. C'est avec ce coefficient que les particules du soluté traversent la membrane. Pourquoi m moins sigma, c'est le coefficient de transmission de la membrane? Alors rappelons que sigma, c'est le nombre d'osmoles qui ne traverse pas la membrane sur le nombre initial d'osmoles. Alors, le nombre initial d'osmoles, c'est le nombre d'osmoles qui ne traverse pas, plus le nombre d'osmoles qui traverse. Donc, le nombre d'osmoles qui ne traverse pas, c'est égal au nombre initial d'osmoles moins le nombre d'osmoles qui traverse. Le tout divisé par le nombre, donc sigma, ce sera nombre initial d'osmoles moins nombre d'osmoles qui traversent la membrane sur le nombre initial d'osmoles. Alors, ce sera donc nombre initial d'osmoles sur nombre initial d'osmoles, c'est-à-dire 1, moins ce qui reste, c'est-à-dire nombre d'osmoles qui traversent la membrane sur le nombre initial d'osmoles. Les osmoles qui traversent la membrane sur le nombre initial d'osmoles, si on a appelé le coefficient de réflexion par on a dit que le coefficient de réflexion, c'est le nombre d'osmoles qui ne traverse pas sur le nombre initial. Alors, quand on nous dit on a un nombre d'osmoles qui traverse sur le nombre initial. Alors, cette quantité-là, c'est la transmission, c'est le coefficient de transmission. Donc, sigma, ce sera 1 moins le coefficient de transmission. Et donc, le coefficient de transmission, c'est 1 moins sigma. On l'a démontré. Alors, pour le soluté, donc, nous aurons deux flux. Un flux diffusif qui s'écrit par JDSCP delta CIS en valeur absolue, comme on le sait, et un flux convectif qui s'écrit 1 moins sigma par J par CS bar. Donc deux vecteurs, donc le vecteur, donc il y aura un vecteur résultant qui sera donc le flux net du soluté. Il s'écrira JS pour le soluté, c'est JCS, vecteur JCS plus vecteur JDS. On fait une application médicale, le phénomène de Starling. Le phénomène de Starling, il décrit les échanges d'eau entre le plasma et le milieu interstitiel via la membrane capillaire. La paroi capillaire, cette paroi capillaire, elle est considérée ou bien assimilée à une membrane dialysante. À l'entrée du capillaire, c'est la pression du sang, elle s'écrit PA, et à la sortie du capillaire, la pression du sang, elle s'écrit PV. Pourquoi on a dit PA et PV? Parce que l'entrée du capillaire, c'est l'artériole, donc on écrit PA pour dire CP, donc relativement à l'artériole, c'est à l'entrée du capillaire, et à la sortie du capillaire, c'est une vénule, et on écrit donc PV pour dire que c'est à la sortie du capillaire. La pression en A, elle est plus grande que la pression en V, parce que le sang, il s'écoule de l'artériole vers la vénule, donc de A vers V, et donc la pression en A, elle est plus grande que la pression en V, parce qu'on a vu que dans la biophysique des fluides, lorsqu'un fluide s'écoule d'un point A vers un point B, la pression en A, elle est plus grande que la pression en B. La pression PINT, c'est la pression dans le milieu interstitiel. Considérant le capillaire, à l'intérieur du capillaire, il y a le sang. Donc cette paroi, cette membrane capillaire, elle est soumise à deux pressions. Une pression qui vient de l'intérieur qui provient du sang, en rouge, P capillaire, et une pression de l'extérieur qui provient du milieu interstitiel, c'est représenté par un vecteur en vert. Donc la pression du sang, elle est plus grande que la pression du milieu interstitiel. P capillaire, c'est plus grand que P interstitiel. Donc le bilan de ces deux vecteurs, donc ce sera donc une pression, ou bien delta P, ce sera P capillaire moins P interstitiel, et cette pression delta P, elle prendra le sens de la plus haute pression, c'est-à-dire le sens de P capillaire, c'est-à-dire que delta P, elle sera dirigée du plasma vers le milieu interstitiel. Delta P, elle a été évaluée en A à l'entrée du capillaire et en V à la sortie du capillaire. En A, delta P, c'est PA moins P interstitiel. PA, c'est la pression du sang à l'intérieur du capillaire, donc PA, donc moins P interstitiel, c'est environ 40 mm de mercure. À la sortie du capillaire, donc delta PV, c'est PV moins P interstitiel, c'est environ 10 mm de mercure. Considérons maintenant les concentrations osmolaires. Alors, le sang, il est riche en protéines, donc sa concentration osmolaire, elle s'écrit oméga ionique plus oméga des protéines. Et le milieu interstitiel, il ne contient pas de protéines, mais il a une composition ionique proche de celle du plasma, et c'est presque la même osmolarité. Donc, oméga du milieu interstitiel, c'est aussi oméga I. Oméga I, c'était pour le plasma.
Alors, puisque oméga plasma elle est plus grande que oméga interstitiel, il y aura donc une pression osmotique qui sera dirigée de la plus faible concentration vers la plus forte, c'est-à-dire du milieu interstitiel vers le plasma. Delta pi, ce sera oméga plasma moins oméga interstitiel multiplié par RT. La différence entre oméga plasma et oméga interstitiel, c'est oméga de la protéine. Et ça a été évalué pour delta pi, ça vaut environ 25 mm de mercure. On rappelle donc ce qu'on vient de trouver maintenant. Donc nous avons delta PA, c'est 40 mm de mercure, delta PV, c'est 10 mm de mercure, et delta pi, c'est 25 mm de mercure. On les représente donc à l'entrée ou bien à la sortie. Pour ce qui est de la pression osmotique delta pi, elle est représentée en vert. Elle part du milieu interstitiel vers le plasma et c'est une valeur constante, c'est 25 mm de mercure. Pour delta P, à l'entrée du capillaire, c'est delta PA, donc elle vaut 40 mm de mercure et à la sortie, elle vaut 10. C'est pour cela que ça a été représenté donc par un vecteur rouge à l'entrée plus grand que le vecteur rouge de la sortie. Voilà, et c'est dirigé du plasma vers le milieu interstitiel. Donc, donc en ce qui concerne l'eau, c'est le solvant. Alors, cette eau-là, elle sera, donc on aura donc pour cette eau un flux diffusif qui s'écrit JDCL delta pi et un flux convectif qui sera JC égale L delta P. Et on aura donc un flux net. Le vecteur flux net, c'est la somme de ces deux vecteurs JD et JC. Et ce sera donc selon le plus grand moins le plus petit. Alors, le flux net, c'est donc, comme je viens de vous dire, c'est vecteur JD plus vecteur JC. Alors, on va considérer donc à l'entrée du capillaire en A, nous savons donc que delta, on sait qu'à l'entrée, delta P, c'est égal à 40 et delta pi, c'est 25. Donc, delta P est plus grande que delta pi. Donc, JA, ce sera L par delta PA moins delta pi. Voilà. Et ce sera donc dirigé, donc le sens du flux net, il sera dans le sens du plus grand, c'est-à-dire il sera dans le sens de delta P, donc il sera dans le sens, donc il aura ce sens-là que l'eau va diffuser du milieu du plasma vers le milieu interstitiel. Donc ça c'est à l'entrée du capillaire. À la sortie, en V, on a J, donc puisque c'est JD plus JC, le plus grand c'est JC. Plutôt c'est JD parce que delta pi c'est 25 et delta P c'est 10. Donc JV plutôt ce sera L par delta pi moins delta PV. Et à ce moment-là, donc le sens de JV, le sens de ce flux d'eau, il sera dans le sens du vecteur qui est le plus grand, c'est-à-dire le sens de delta pi. C'est-à-dire que l'eau, elle va diffuser du milieu interstitiel vers le plasma. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le flux, d'abord on représente ce mouvement d'eau. À l'entrée, c'est l'eau elle sort, en A, l'eau elle sort, et à la sortie, l'eau elle entre. Alors remarquons, c'est une remarque importante, on remarque que le flux entrant, c'est le flux sortant. C'est-à-dire JA, c'est lorsque l'eau diffuse du plasma vers le milieu interstitiel, c'est le flux sortant. C'est égal à JV lorsque l'eau diffuse du milieu interstitiel vers le plasma, c'est-à-dire c'est le flux entrant. Et puisque ça veut dire quoi? Puisque L par delta PA moins delta pi, c'est égal à L delta pi moins delta PV, parce que c'est la même chose, puisque delta PA moins delta pi, c'est 40 moins 25, c'est 15, et delta pi moins delta PV, c'est 25 moins 10, c'est 15. Et donc, JA égale à JV, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau dans le capillaire, c'est-à-dire la quantité d'eau qui entre, c'est la même quantité d'eau qui sort. Voilà, donc c'est ça l'importance. Donc quand il n'y a pas de pathologie, l'eau qui entre donc par la sortie, par V, elle sort par A. Il n'y a pas d'accumulation. Alors reprenons donc ce qu'on vient de dire, JA égale à JV, cela veut dire que delta PA moins delta pi, c'est delta pi moins delta PV. Donc cette équation-là, on va donc l'arranger, on va transposer les delta pi d'un côté et delta PA et delta PV de l'autre côté. On va dire 2 fois delta pi, c'est égal à delta PA plus delta PV, c'est-à-dire que delta pi, ce sera delta PA plus delta PV sur 2, et delta PA plus delta PV sur 2, c'est en fait la valeur moyenne de delta P. Nous avons deux valeurs pour delta P, delta PA et delta PV, donc on fait la somme et on divise pour 2, ça revient à dire c'est la valeur moyenne, et donc delta pi, ce sera égal à delta P moyenne. Donc quand il n'y a pas d'accumulation d'eau, ça veut dire que la pression osmotique delta pi est égale à la valeur moyenne de delta P.
Ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des pathologies. Alors dans certaines pathologies, on peut avoir delta PA moins delta pi plus grande que delta pi moins delta PV. C'est-à-dire le flux qui sort, il est plus grand que le flux qui entre. Donc ça veut dire quoi si on arrange ça? Donc mathématiquement, ça veut dire que delta pi, elle est inférieure à delta P bar. Et à ce moment-là, comme je viens de vous dire, ça veut dire que le flux qui sort du capillaire, il est plus grand que le flux d'eau qui entre dans le capillaire. Et donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça veut dire que l'eau, elle va fuir le plasma pour aller dans le milieu extravasculaire. On aura donc une hyperhydratation du milieu extravasculaire et donc ce sera des œdèmes. L'eau, elle va aller donc donc elle va faire des œdèmes. Voilà. L'autre pathologie, c'est lorsque nous avons le cas contraire, lorsque delta PA moins delta pi est inférieur à delta pi moins delta PV, c'est-à-dire la quantité d'eau qui sort, elle est inférieure à la quantité d'eau qui entre dans le plasma ou bien dans le capillaire. Et donc, autrement dit, lorsque delta pi est supérieur à delta P moyenne, alors l'eau qui entre, elle provient d'où? Elle provient du milieu extravasculaire. Donc, on aura une grande quantité d'eau qui va venir, ou bien qui va provenir du milieu extravasculaire. On aura donc par conséquent une déshydratation du milieu extravasculaire. Un exercice d'application nous dit un malade a une concentration plasmatique d'albumine qui vaut 20 grammes par litre. La pression sanguine à l'entrée du capillaire, elle vaut, donc côté artériel, elle vaut 45 mm de mercure. Et à la sortie côté vénule, elle vaut 15 mm de mercure. La membrane du capillaire elle est imperméable à l'albumine, mais laisse passer les autres molécules plus petites. Sa perméabilité convective vaut L égale à 10 à la puissance moins 11 mètres carrés seconde sur kilogramme. Alors on va s'arrêter devant l'unité de L parce qu'on a fait, lorsqu'on a considéré la perméabilité convective, on a dit que l'unité de L c'est mètre sur pascal seconde. Alors on peut transformer mètre sur pascal seconde, donc on peut la manipuler de façon très simple et on retrouve mètre carré seconde sur kilogramme. C'est simple. Pascal c'est quoi? Pascal c'est newton sur mètre carré. Et newton c'est quoi? C'est une force. C'est une masse multipliée par une accélération, c'est-à-dire kilogramme par mètre sur seconde carré. Alors avec ces informations-là, on peut aboutir à l'unité de L qui est égale à mètre carré fois seconde divisé par kilogramme. Alors on nous dit la concentration du tissu interstitiel en albumine, elle est nulle, et la pression dans ce milieu sert de référence, c'est-à-dire que sa pression, elle est égale à 0, c'est la plus basse pression, et la température, elle est de 37 degrés Celsius. La première question, elle est d'exprimer le flux net d'eau en fonction de la pression P dans le capillaire et de la différence de pression osmotique, delta pi, d'après le modèle de Starling. Alors, avant de répondre à la première question, il faut d'abord dire quelle est la nature de cette membrane. Alors, est-ce une membrane dialysante? Est-ce une membrane biologique ou semi-perméable? Alors, on nous dit que la membrane donc, du capillaire, elle est imperméable à l'albumine et elle laisse passer les autres molécules. L'albumine, c'est une protéine, donc elle est imperméable uniquement à la protéine et elle laisse passer les autres molécules ou bien ions, donc c'est une membrane dialysante. Pour répondre donc et pour exprimer le flux net du solvant, alors on va d'abord, donc pour le solvant, on va dire qu'on a deux flux, un flux diffusif JD, c'est L delta pi, et un flux convectif JC qui est égal à L delta P. Alors, delta P, c'est P, la pression du capillaire, la pression du sang, donc la pression du capillaire moins la pression interstitielle. Et on nous dit que la pression interstitielle, c'est égal à 0. Donc delta P, ce sera la pression capillaire. Et dans l'énoncé de l'exercice, il a dit la pression du capillaire P, il l'a désigné par P. Donc ce sera P. Donc delta P, ce sera P. Alors le flux net, ce sera donc c'est de la somme, un vecteur qui est la somme du vecteur JD et du vecteur JC. Donc ce sera le plus grand moins le plus petit. Alors, voilà. Donc pour JC d'abord, puisqu'on remplace delta P par P, JC ça devient L fois P. Et pour le flux net, alors ce sera ou bien L par delta P moins delta pi, c'est-à-dire P moins delta pi si P est supérieur à delta pi. Alors, et sinon, ce sera L par delta pi moins P lorsque P est inférieur à delta pi. Donc c'est selon, c'est le plus grand moins le plus petit. La deuxième question nous dit combien vaut le coefficient de réflexion de la membrane vis-à-vis de l'albumine et vis-à-vis du glucose. Alors, vis-à-vis de l'albumine, c'est 1, parce que la membrane ne laisse pas passer l'albumine. Sigma, c'est quoi? C'est le nombre d'osmoles qui ne traverse pas sur le nombre initial d'osmoles. Si on a par exemple 4 osmoles d'albumine,
est-ce que ces 4 osmoles d'albumine vont traverser? Non. Donc le nombre d'osmoles d'albumine qui ne traverse pas, ce sera 4. Donc 4 sur 4, c'est égal à 1. Et par rapport au glucose, ça vaut 0. Parce que la membrane elle est perméable aux autres molécules ou bien aux autres ions, ou bien donc, sauf l'albumine. Alors, pour le glucose, si on a 4 osmoles de glucose, est-ce qu'il y aura une seule osmole de glucose qui sera empêchée de passer? Non. Alors le nombre d'osmoles qui ne traversent pas la membrane, c'est 0. Et donc 0 sur 4, ce sera 0. C'est pour cela que sigma glucose est égal à 0. La troisième question nous dit, sachant que la masse molaire de l'albumine, elle vaut 40 000 grammes par mol, calculez la différence de pression osmotique qu'elle engendre. Alors pour la pression osmotique, on sait que delta pi, ça s'écrit oméga de la protéine par RT. La protéine pour nous, c'est l'albumine. On rappelle, nous avons oméga dans le plasma, elle est plus grande que oméga dans le milieu interstitiel. Delta pi, c'est oméga du plasma moins oméga du milieu interstitiel, le tout multiplié par R fois T. Et oméga plasma moins oméga interstitiel, c'est oméga de la protéine. Et la protéine pour nous, c'est l'albumine. L'albumine, c'est un non-électrolyte, donc sa concentration osmolaire, c'est aussi sa concentration molaire. Et on nous a donné la masse, la concentration, donc pour ce qui est donc la concentration molaire, c'est la concentration pondérale divisée par la masse molaire de l'albumine. On nous a donné la concentration pondérale de l'albumine, c'est 20 grammes par litre. Alors, donc ce sera, en tout calcul fait, pour delta pi, on trouve 1288,05 pascal. Alors, on va donner donc cette information. On sait que 1 mm de mercure, c'est 1,36 cm d'eau et c'est 133 pascal. Alors, pour convertir, pour passer de pascal à millimètre de mercure ou bien à centimètre d'eau, on utilise cette équation-là. Alors, on va convertir delta pi en millimètres de mercure en utilisant donc cette information-là par une petite règle de 3 et on trouve que delta pi, ce sera 9,68 mm de mercure. Voilà. La quatrième question nous dit calculer le flux net du liquide, c'est-à-dire de l'eau, en mètres par seconde qui traverse la membrane aux deux extrémités du capillaire, c'est-à-dire en A et en V. Alors, J, donc à l'entrée, on a PA, elle est supérieure à delta pi, parce qu'on sait que J, on a dit que J, c'est égal à L par P moins delta pi, ou bien L par delta pi moins P, selon si c'est P, selon le plus grand. Alors, à l'entrée du capillaire, PA, c'est supérieur à delta pi, puisque PA, c'est 45 et delta pi, c'est 9,68. Alors, JA, ce sera L par PA moins delta pi. Voilà, et donc ça veut dire aussi que l'eau, elle va suivre le mouvement donc ça veut dire qu'elle va aller du plasma vers le milieu interstitiel. Elle ne sera pas dans le sens de delta pi, elle sera dans le sens contraire de delta pi. Et en calcul, on a L, PA, on vient de la trouver, donc on nous a donné PA, c'est 45. Et delta pi, on vient de l'écrire, c'est 9,68 mm de mercure. Après, on multiplie par 133 pour amener à pascal, parce que pour trouver le flux, c'est dans le système MKS à mètres par seconde, donc on doit ramener à pascal. Et ensuite, on trouve 4,69 fois 10 à la puissance moins 8 mètres par seconde. À la sortie, on va faire la même constatation. PV, c'est 15 mm de mercure et delta pi, c'est 9,68. Donc PV, c'est supérieur à delta pi et donc le flux, ce sera L par la plus grande pression moins la plus petite, c'est-à-dire PV moins delta pi. Et ça veut dire aussi que l'eau, elle va suivre le mouvement, donc le sens du gradient de pression, delta P, c'est-à-dire PV, ce sera donc du plasma vers le milieu interstitiel. En calcul, on remplace donc PV par sa valeur. Et L et delta pi, on convertit, on trouve 0,707 fois 10 à la puissance moins 8 mètres par seconde. Alors la dernière question, quelles sont les conséquences cliniques de ces résultats? Pour dire s'il y a des conséquences cliniques, on doit comparer delta pi avec delta P moyenne. On calcule delta P moyenne. Delta P moyenne, c'est delta PA plus delta PV sur 2, c'est-à-dire 45 plus 15 divisé par 2, c'est 30 mm de mercure. Delta pi, on vient de la calculer, c'est 9,68 mm de mercure. Alors, delta P, elle est moyenne, elle est plus grande que delta pi. Et lorsque delta P moyenne est plus grande que delta pi, ça veut dire qu'on a une formation d'œdème.